Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce journal. Baccalauréat session de juillet 2021, les candidats admissibles aux épreuves écrites ont composé dans les épreuves sportives et orales. Émile Azokota a fait le constat au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Mal gérer l'échec laisse parfois des conséquences désastreuses. Les résultats de plusieurs examens scolaires de cette année sont connus. Tous les candidats n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Comment gérer l'échec à un examen? On en parle dans ce journal. En Sierra Leone, la découverte d'un nouveau café suscite espoir et convoitise. Oublié des agriculteurs depuis 1955, ce café sauvage, appelé le Stépholi, pourrait révolutionner la filière mondiale du café. Les candidats admissibles à l'examen du baccalauréat session de juillet 2021 ont planché hier dans les épreuves sportives et orales dans les centres de composition retenus comme le Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Les candidats ont composé dans 5 disciplines. Il s'agit entre autres de la gymnastique, du grimpé et du saut en hauteur. Les temps forts de ces activités sportives avec Rodrigue Blondoumain et Émile Azokota. Passé l'euphorie suscitée par la proclamation des résultats des épreuves écrites, revoici les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2021 à la deuxième étape de cet examen. Ici au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita, un des centres retenus pour les épreuves sportives, ces candidats, tous déclarés admissibles, ont planché ce vendredi. On a déjà fait lancer de poids en première position, ça s'est bien passé. On a commencé par faire gymnastique. Après avoir fait gymnastique, on veut passer au saut pour pouvoir travailler ici encore. Je vois que ça se passe bien. Dans l'ensemble, c'est la joie pour nous tous de partager ce temps avec nos professeurs. On va les remercier eux aussi qui partagent le temps là avec nous pour pouvoir nous aider à avoir notre diplôme. Les examens sont abordables et en plus, c'est ceux qui ont eu à se donner à fond qui sont parmi les retenus. Le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment de joie. Et en plus, je suis content parce que mes parents n'ont pas donné le maximum de en 20. Au CEG Sainte-Rita, plus de 2000 candidats sont face à leur destin. Le défi est de restituer les exercices physiques et sportifs après 9 mois de cours pratiques dans les 5 activités retenues. Comme vous le constatez, il y a 5 activités qui se déroulent simultanément. Et chaque activité a au moins 3 ateliers pour éviter qu'il y ait pénurie d'espace. Et jusque-là, tout se passe normalement. C'est vrai que nous avons connu quelques retards au niveau des candidats. Ils ne sont pas nombreux à venir à 28 heures. Mais sinon, à 7 heures déjà, ils étaient tous là. Et on a démarré effectivement les activités à l'heure. Et ça se passe bien. Vous venez d'enregistrer des enfants qui se déplacent d'un atelier à un autre. Nous n'avons pas encore enregistré un cas d'incident et Dieu merci, tout se passe bien. Les épreuves sportives sont plus ou moins abordables. On nous a seulement amené ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est ce que je peux dire pour le moment. Les superviseurs de ces épreuves accordent un point d'honneur au bon déroulement de ces activités en attendant la proclamation des résultats. Les candidats à l'examen du baccalauréat 2021 sont fixés sur le sort depuis mercredi, 64,42%. C'est le taux d'admissibilité de cette année, un pourcentage inédit. Analyse Massim Aroué Soussi, consultant en éducation. Il se prononce ici sur les statistiques et apprécie les facteurs ayant mené à cette performance. Un pourcentage de 64,42%. Cela peut surprendre parce que c'est un pourcentage jamais atteint depuis l'indépendance. Et d'abord, je voudrais dire que c'est à l'actif des réformes et du système et de tous les acteurs qui ont participé à l'atteinte de ce résultat. D'abord, nous allons dire que les réformes de ce qu'on ne peut pas passer dans une classe supérieure de manière fantaisiste, avec des bulletins fantaisistes, surtout par le système d'éduc-master, a beaucoup influencé pour faire, disons, un passage mérité
de tous les élèves d'une classe inférieure à une classe supérieure. Ça fait un. Deuxième chose, les animations pédagogiques ont été perpétualisées, tenues à bonne date et régulièrement. 3. L'accompagnement du système par les aspirants au métier d'enseignant, je veux nommer les AME, ont comblé un déficit au niveau des enseignants. De telle sorte que les trous sont comblés. Le vide a été comblé et les enfants ne sont pas restés sans enseignants. Voilà les éléments qui ont participé à ce résultat éloquent. Vous voyez, et l'orientation des enfants, selon qu'ils soient dans l'enseignement technique ou dans l'enseignement général, sont des éléments, parce que quand vous lisez un peu les résultats par filière, vous allez vous rendre compte que c'est vrai, la série A1, la série A2, la série CD ont donné mieux, mais les grands pourcentages non moins négligeables, 75, 73, 77%, sont plus dans les séries scientifiques, dans les séries techniques, F1, F2, F3, F4, si ce n'est pas la série E qui a donné 43% et la série EA qui a donné 53%, les autres séries de l'enseignement technique ont beaucoup donné. C'était à l'instant Massim Aouissoussi, consultant en éducation. Nous restons toujours dans le domaine des examens scolaires. 2 catégories d'individus se distinguent à la suite de la proclamation des résultats d'un examen scolaire. D'un côté, ceux qui ont réussi et d'un autre, ceux qui n'ont pas trouvé leur nom dans la liste des admis. Ces derniers doivent-ils faire objet de rejet? La réponse est non. Le reportage que vous allez suivre nous montre quelle est la conduite à tenir envers les non-admis aux examens. Le reportage. Pleurs et désolations, ce sont là des émotions qui cohabitent avec les cris de joie à l'annonce des résultats des examens en général. Un ensemble de réactions justifiées. Ce n'est pas facile. Le candidat qui échoue n'est pas bien dans sa peau, n'est pas bien dans sa tête. Il a peur du jugement des autres. J'ai été au BPC 3 fois et j'ai été au bac 3 fois. Et il m'a fallu la perspicacité, la témérité pour toucher du doigt le bout du tunnel. C'est un genre de témoignage que seuls ceux qui ont réussi à surmonter leurs échecs peuvent rendre. Et parlant du bout du tunnel, tous ceux qui échouent à un examen ne l'atteignent forcément pas. Il peut y avoir le sentiment de « je ne suis plus utile » parce que je n'ai pas donné le meilleur de moi, même parce que les parents ont mis tout leur espoir en moi et là, je les ai déçus. Et donc, parce que je ne veux pas faire face à cette déception, il peut y arriver des cas de suicide. C'est dramatique, c'est dommage qu'on en arrive là. C'est pour ça, lorsqu'il y a échec, il faut forcément qu'il y ait accompagnement. Autre conséquence, non moins désastreuse, l'échec consacre parfois aussi le retrait de l'apprenant du cursus scolaire. Ce n'est pas parce que l'enfant a échoué la première année qu'il faut forcément le sortir du système. Quand on échoue, il faut pouvoir se dire oui, j'ai échoué, quelles sont les causes de mon échec? Et par conséquent, il faut que je sache que l'année à venir, je dois donner le meilleur de moi-même pour pouvoir réussir à mon examen. C'est une thérapie qui donne toujours de résultats. Aujourd'hui, je suis titulaire d'un Master 1 en communication, d'une licence professionnelle, tenez-vous tranquille, de l'École nationale d'administration et de magistrature. Et je suis aussi titulaire du DUG en droit. Je ne compte pas m'en arrêter là, mais pour quelqu'un qui n'a eu d'assistance que celle de Dieu, je pense qu'il faut louer le Créateur. C'est la volonté qui vous aide. La volonté qui amène à identifier ses faiblesses et à se relever, sans oublier, à côté de ceci, l'accompagnement des proches. Le processus de l'apprentissage, ce n'est pas si facile qu'on le croit. Les enfants qui y arrivent, c'est tant mieux, bravo. Mais ceux qui ont des difficultés, on doit forcément continuer par les motiver, les aider pour qu'ils puissent sortir la tête de l'eau. L'échec est un passage transitoire qui prépare au prochain succès, disait un auteur.
Et puis, c'était un reportage de Alessandra Diotan et de Junis Setondji. Je vous invite à suivre à présent en son et en image le condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin. On retrouve Amandine Aniamboussou. Le Bénin mobilise 328 milliards de francs CFA pour financer des projets à caractère social et environnemental. Des projets qui visent l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces fonds sont mobilisés à la suite de la toute première émission d'obligations internationales du Bénin avec une échéance de remboursement fixée en 2035. Le Bénin réaffirme ainsi le caractère hautement innovant de sa stratégie de gestion de la dette et renouvelle son engagement en faveur des ODD. Le Bénin est le premier pays en Afrique à émettre un eurobond ODD est l'un des premiers au plan mondial. La réussite de cette opération est la preuve que les investisseurs ont adhéré aux réalisations et au programme social du gouvernement. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme spécial pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés dans les professions de la santé. La décision a été prise en Conseil des ministres du mercredi dernier. Le programme va toucher 350 médecins et autres professionnels de la santé chaque année pendant 3 ans. Les bénéficiaires seront employés pendant 2 ans dans des formations de santé. À l'issue de cette expérience, ils pourront organiser leur insertion professionnelle avec un fonds de réserve correspondant à 15% de la rémunération mensuelle. Ce programme est une réponse du gouvernement à l'accroissement de la demande en soins de santé des populations, une conséquence de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Le gouvernement a également adopté les décrets portant statut particulier des enseignants du supérieur et autres statuts types des universités publiques du Bénin. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, ces différents textes ont été adoptés après consultation du Conseil national de l'éducation. Le diagnostic peu reluisant du sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a conduit le gouvernement à mettre en place une commission spéciale. Cette commission est chargée de proposer une stratégie afin de relever notablement le niveau de performance actuel des universités publiques. Elle a également pour objectif de promouvoir la qualité des enseignements dispensés et garantir une bonne formation aux apprenants. Et pour la mise en œuvre efficiente des activités résultant de la feuille de route élaborée pour l'opérationnalisation des réformes, le gouvernement a décidé de la mise en place d'un comité de suivi. En Sierra Leone, c'est une découverte qui suscite beaucoup d'enthousiasme car elle pourrait révolutionner la filière mondiale du café. Une équipe de chercheurs et d'agronomes a retrouvé la trace d'un café sauvage, le Stenophila, cultivé jusqu'au début du XXe siècle, mais trop rare. Il a été progressivement remplacé par le Robusta et l'Arabica. Boudé des marchés et oublié des agriculteurs, on le croyait disparu depuis 1957-54. Le reportage. On marche depuis maintenant 2 bonnes heures à pied dans les collines de Kambui, dans la forêt tropicale. Et là, on se rapproche du jardin de Stenophila sauvage. Il y a peu, c'est ici que Daniel Sarmou, agronome, et une équipe de chercheurs du Kew Gardens et de la Greenwich University ont fait une découverte majeure. Attention, ne le casse pas. Ok, super. Des caféiers Stenophila. Voilà l'un des arbres. Ils sont éparpillés dans la forêt, mais l'une des manières de les reconnaître, c'est d'observer le bout de leurs feuilles, tout au bout. C'est très pointu et un peu courbé. Voilà, ça c'est le Stenophila.
Cultivé jusqu'au début du XXe siècle, ce café était consommé sur les meilleures tables européennes, mais trop rare, il a été progressivement remplacé par l'arabica et le robusta. Boudé des marchés, oublié des agriculteurs, on le croyait totalement disparu depuis 1954. On a cherché de 2013 à 2018 et on s'est rendu compte que ça ne poussait qu'à une altitude de 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je l'ai annoncé à l'équipe en leur disant que c'était ici. Donc on est venu dans cette forêt, on est monté sur une colline et puis on a aperçu 3 ou 4 arbres. En Sierra Leone, le café est cultivé depuis des décennies, mais le pays peine à se faire une place sur le marché mondial. Il n'est qu'à la 19e place des pays exportateurs en Afrique. Avec cette redécouverte, les espoirs sont donc immenses. Conscient de la manne financière que la sténophylla pourrait représenter d'ici quelques années, Graham Billington, ancien diamantaire reconverti dans l'exportation de café, a investi dans une ferme pour tenter de relancer la culture. Ce café est actuellement un sujet brûlant parce qu'il pourrait sauver la production mondiale de café qui s'écroule avec le réchauffement climatique. Mais aussi parce qu'il a une vraie identité, un parfum unique, des notes très intéressantes. Donc évidemment, beaucoup de grosses compagnies de café veulent mettre la main sur un produit si rare et si unique. Illy, Lavazza ou Nestlé ont déjà fait part de leur intérêt, mais pour quel bénéfice pour les Sierra-Léonais? Les communautés qui pourraient bénéficier de cette découverte s'inquiètent de voir ce trésor leur échapper. Amara Mambu Ngumbi Mango est chef de village. On est très heureux de la redécouverte de ce café. Mais ça vient d'ici, de notre territoire. Donc on demande au gouvernement de nous permettre de participer à son développement, à sa culture. Qu'on puisse aussi profiter de ça pour vivre mieux. En Sierra Leone, un petit producteur de café gagne en moyenne $100 par an. Les autorités espèrent donc que la sténophylla ouvre un nouveau marché, prospère et équitable pour ses agriculteurs. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj.